Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux. François-Xavier Boulet. Et Valentin Floquet. Voilà, pour vous présenter ce nouvel épisode de On en parle à Taïwan. Alors avec 3 sujets, comme d'habitude. On vous parlera notamment pour ma part, de l'île de Yonaguni, dans l'archipel d'Okinawa, puisqu'il y a un petit projet d'échange et de liaison touristique. Mm-hmm. Voilà. Moi, ce sera un autre genre d'échange, mais une coopération en matière de communication, on pourrait dire, parce que la France et Taïwan mettent le cap ensemble sur la 6G. Et on finira peut-être avec moi sur du gaming, pour changer un petit peu. Ah bon, je vais parler d'un athlète gaming Red Bull à Taïwan, qui est le seul athlète gaming du jeu Street Fighter, avec la sortie du nouveau jeu Street Fighter 6. Je vais vous parler de tout ça en fait en détail, puisqu'il a participé au premier tournoi international de Street Fighter 6 en Afrique du Sud la semaine dernière. D'accord, alors on vous retrouve juste après le jingle pour tout le détail de cette émission. Alors, on commence tout de suite, sans plus tarder, avec mon petit sujet sur le Japon, puisque le président du Parlement taïwanais, Yoshikun, est allé cette semaine à Yonaguni, à la tête d'une délégation d'une centaine de personnes. Ah oui, une grosse délégation. Oui, c'était vraiment une grosse délégation, pour tester en fait une liaison maritime directe qu'il aimerait bien mettre en place entre Suao, dans le comté de Ilan, et Yonaguni, qui est une île de l'archipel japonais de Okinawa, qui est l'archipel le plus au sud du Japon, et qui est seulement à 108 km de la côte taïwanaise. D'accord. C'est aussi l'île la plus à l'ouest de l'archipel japonais. Voilà. Donc c'est une petite île, ça fait à peine, je crois, 28 km². C'est très joli. Que dire de plus ? Il y a beaucoup de gazon, une sorte de prairie avec des beaux récifs, des beaux rochers, voilà. Peut-être qu'on peut dire si elle est habitée ou pas. Oui, elle est habitée, mais bon, il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a 3 villages et, je crois, 1700 habitants. Et alors, ce qui est intéressant sur ces habitants, c'est que, bon, il y a des chercheurs qui se posent des questions sur l'origine de ces habitants. Oui. Et certains ont émis l'hypothèse que ce sont des personnes qui vivaient à Taïwan, qui ont en fait pris le bateau pour s'installer à Yonaguni. Et donc, en 2019, il y a eu une équipe de chercheurs japonais et taïwanais qui ont entrepris un voyage de 2 jours en partant du cap Ushubi dans le comté de Taitung, dans le sud-est de Taïwan, pour aller jusqu'à l'île de Yonaguni à bord d'un petit canoë. Enfin, un petit, je ne sais pas s'il était petit, mais en tout cas à bord d'un canoë, comment tu dis un canoë fait à la main. Ouais. Voilà, d'accord. avec des techniques et des matériaux qui dataient de 30 000 ans. Ah oui. Voilà. Et ça a été un succès. Voilà, personne ne s'est noyé, tout s'est bien passé. Ils y sont arrivés. Donc, bon, en tout cas, ça prouve que c'est possible. Mais bon, ça prouve pas que c'est ce qui s'est réellement passé. Que c'est ce qui s'est passé, voilà. Mais je trouvais que c'était intéressant de le mentionner. Oui. Et voilà, c'est une petite île aussi qui a été en fait incorporée au royaume des Ryukyu au XVe siècle et qui a été annexée ensuite par l'Empire japonais en 1879. Donc son appartenance au Japon est assez récente, comme l'archipel d'Okinawa d'ailleurs. Et elle a aussi subi l'occupation américaine de 1945 à 1972, vu que c'était le cas pour le Japon et je crois un petit peu plus longtemps pour Okinawa. Et on peut dire aussi quelque chose, c'est que c'est situé pas très loin des Diaoyutai. D'accord. À 80 miles nautiques. Et donc, pour cette raison-là, puisque le Japon s'inquiète un petit peu de la présence japonaise dans cette zone, le Japon a fait construire en 2014 une station de surveillance avec un radar et d'autres appareils sur l'île et qui est entrée en opération en 2016. Voilà. Et sinon, ce qu'on peut dire également, c'est que c'est une île assez connue sur le plan touristique. Bon, comme l'archipel d'Okinawa de manière générale, il y a beaucoup de gens beaucoup de Japonais qui y vont notamment pour leur lune de miel.
D'accord. On peut rencontrer beaucoup de couples quand on y va. Et il y a aussi par exemple, il y a une race de chevaux qui est propre à cette île. Donc ça fait partie endémique à cette île. du paysage. Voilà. Il y a pas mal de forêts aussi. Oui. Et c'est une destination aussi connue pour l'awamori, qui est un alcool à base de riz et qui a une variété particulière qui est produite seulement sur cette île. Donc ça fait partie aussi du patrimoine de cette île. Il y a aussi un phare, un cap où on peut voir le coucher de soleil le plus tardif du Japon. De tout l'archipel japonais. Voilà. Et c'est aussi connu pour une formation rocheuse une sorte de structure sous-marine. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Moi, ça me dit rien comme ça. Comme ça, non plus. C'est une sorte... oui, voilà, une structure sous-marine en pierre, donc avec des sortes de grandes marches séparées par des parois très lisses, et qui fait 75 mètres de long et 25 mètres de haut. Donc ça fait comme une sorte de... On dirait presque un navire, quoi. Enfin, c'est vraiment... C'est une roche naturelle comme ça. C'est très curieux. Alors oui, c'est naturel, mais ça fait l'objet de beaucoup de spéculations. Donc je trouve ça assez rigolo. Il y a pas mal de thèses, toutes plus farfelues les unes que les autres. Ouais. Elle a été découverte seulement en 1985 par un plongeur qui organisait justement des plongées touristiques et qui cherchait un peu des coins intéressants. Et comme il y avait une sorte de légende et des histoires de pêcheurs locaux sur cette structure, donc il est allé voir et depuis il y a plein de spéculations. Donc par exemple certains disent que c'est le vestige d'une cité préhistorique. D'accord. Voilà. Certains disent que c'est un ancien palais. C'est peut-être un palais du dragon, puisque généralement c'est un palais sous-marin dans les légendes et les mythologies. Oui, peut-être. Parfois, certains parlent de château. Certains disent, au sommet du monument, il y a une sorte d'ouverture qui conduit vers le bas, donc ça pourrait être des tombes. Enfin, il y a plein d'histoires comme ça. Bref. Mais en tout cas, ce sont seulement des pierres. D'accord. Et ce site-là daterait de la dernière glaciation, lorsque le niveau de la mer était beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est devenu un site de plongée très très connu. Et dommage, j'ai pas amené de photos pour vous montrer, mais de toute manière, les auditeurs pourraient pas voir. On cherchera sur le site, on pourra en mettre. Voilà, donc ce sont tous ces atouts en fait qui font que Yoshi-kun, le président du Parlement taïwanais, espère en faire un site touristique que les Taïwanais auront envie d'aller visiter depuis Ilan, mais aussi il se dit, il y a beaucoup de Japonais qui vont à Okinawa chaque année, peut-être qu'en allant à Yonaguni, ça leur donnera l'envie d'aller à Ilan. Pousser le voyage jusqu'à Ilan. Pour les Japonais, c'est aussi facile par rapport au visa de se rendre à Taïwan, donc il suffit de faire 2 heures le voyage en ferry. C'est opéré par la Taiwan's North and South Shipping Company. Et c'est pas encore une liaison qui est officielle. Hein. Ouais, c'est à titre d'essai que c'est lancé. C'était un essai. Donc il y a eu des députés taïwanais et des députés japonais qui y sont allés, notamment le représentant Keiji Furuya, qui ensuite est revenu à Taïwan, a fait le voyage du retour à Taïwan avec Yoshi-kun et les membres de la délégation taïwanaise. Oui. Il y avait aussi le chef du bureau du tourisme taïwanais, par exemple, ou encore la chef du comté de Ilan, Lin Zimiao, et des agences de voyage, pour voir un petit peu quel est le potentiel de ce plan-là. Sachant qu'il y a forcément déjà des infrastructures touristiques développées sur place. Tu disais, il n'y a pas beaucoup d'habitants, mais si ça attire des visiteurs japonais des plongeurs, etc. Tout à fait. Alors vous, est-ce que ça vous donne envie d'y aller ? Est-ce que vous aimeriez bien si la liaison se Alors moi, j'ai un petit commentaire avant ça. L'histoire ne dit pas combien était malade sur le bateau. Ni le prix du billet. C'est vrai que dans cette partie de l'océan, ça bouge un petit peu quand même. Ouais. C'est vrai. Et donc non, pour moi, en fait, si je vois pas mal d'opportunités, j'ai vu pas mal de retours sur Internet, même des étrangers, des auditeurs français, des gens qui regardent nos contenus, qui se posaient la question et qui se disaient, beaucoup de gens qui adorent le Japon
je dirais que ce serait une super opportunité de faire un passage par Okinawa, même si c'est très cher encore. Hein. Les commentaires aussi que j'ai eu, c'est que ceux qui résident au Japon me disent rien que pour aller à Okinawa et pour aller sur Ishigaki, qui est là où est l'aéroport, si je me trompe pas. Non, il y a aussi un aéroport sur l'île principale d'Okinawa, mais Ishigaki, c'est un des endroits les plus beaux et les plus prisés par les touristes. Il y a Miyakojima et Ishigaki qui sont vraiment connus pour être très très beaux. Mais je crois... Il n'y a pas d'aéroport à Ishigaki ? Si, je crois qu'il y a un aéroport. Enfin, pour aller à Yoganaguni, il faut passer par l'aéroport de Ishigaki, je crois. D'accord. C'est cet archipel-là. Et du coup, c'est pas donné, ça. Et là ça coûte. Déjà que de tout le Japon vers Okinawa, c'est cher. Mais alors encore plus vers les îles du Sud, c'est encore plus compliqué. Et c'est plus cher que de faire limite un Japon-Taipei, quoi. Ouais. C'est vrai que j'y suis allée une fois à Okinawa et j'y suis restée même longtemps, 2 mois presque. Oui. Et c'était trop cher, même en restant longtemps, c'était pas rentable d'aller sur une autre île parce que c'était vraiment cher, quoi. D'accord. Donc une fois qu'on est sur place, on bouge plus, on reste sur place. Mais bon, les Japonais qui y vont pour les lunes de miel, ils ont de l'argent, donc ça leur pose pas de problème, je pense. C'est l'idée. Mais ouais, voilà, c'est les contraintes que j'ai eu en retour. L'aspect économique, quand même, c'est quand même important. Et c'est ce qui va peut-être un peu limiter le nombre de personnes et d'échanges qui vont être faits entre Taïwan et le Japon à ce niveau-là. Mais là, je pense que si c'est un ferry de 2 heures, ça devrait pas être exorbitant, à mon avis. Non, si on compare avec pour aller à Lanus, c'est quoi, c'est 2 heures sur aussi, l'île à peu près. Sur l'île des Orchidées, je pense à peu près. Oui. En bateau. Du coup, je sais pas, peut-être 3000-4000 grammes maximum, peut-être. Mais en fait, après, il faut voir plus, parce que c'est à l'étranger. C'est international, voilà. Il y a des taxes et des trucs. Ce seront des gens qui seront déjà à Ishigaki, qui voudront y aller et qui voudront peut-être faire l'aller-retour à Taïwan. Mais ceux qui voudront faire un tour avec Taïwan à travers, limite faire... Okinawa jusqu'à Taïwan, sera moins cher de faire un avion direct que de faire le passage par Ishigaki. Okinawa jusqu'à Taïwan ? Ouais, Okinawa à Taipei, par exemple. Oui, je pense honnêtement que c'est plus intéressant pour les Taïwanais qui vont pouvoir aller à Yonaguni, si ça se concrétise, encore une fois. Sauf si à mon avis, il n'y a pas beaucoup que tu veux visiter Yonaguni. Oui, mais à mon avis, les gens qui vont à Okinawa et qui vont sur les plus petites îles qui sont encore plus difficiles d'accès à Okinawa, à mon avis, ils n'ont pas tant de temps que ça. Les Japonais prennent pas tant de vacances que ça. Donc, à mon avis, oui, peut-être un jour ou 2, mais à mon avis, ça va pas être une majorité. Si la formule marche, ce sera sans doute déséquilibré et pas, pas dans les deux sens. Moi, je pense que ça va attirer énormément de Taïwanais, en fait. Mais si ça attire des Taïwanais, ça risque en effet de devenir une liaison régulière, quoi. Oui. Mais après, ça met aussi tout un branle-bas de combat pour les services douaniers, d'un côté comme de l'autre. Et je pense que ça, il faudra rentabiliser, amortir les prix. Et à mon avis, le prix du ferry sera quand même plus cher que pour aller, par exemple, à l'île des Orchidées, quoi. On verra, en tout cas, affaire à suivre. Oui, tout à fait. Alors moi, je vais vous parler de tout à fait autre chose. Dans le journal de l'actualité cette semaine, c'était jeudi, pour tout vous dévoiler, on a annoncé que l'ITRI, qui est l'Institut de recherche en technologie industrielle de Taïwan, a fêté ses 50 ans. Voilà, donc il a fêté ça mercredi, je crois. On l'a annoncé dans nos news jeudi et on va en reparler aujourd'hui dans On en parle à Taïwan, non pas pour le cinquantenaire de cet institut qui est quand même qui n'a plus rien à prouver, quoi. En 50 ans, il a énormément œuvré, mais pour une nouvelle coopération qui vient d'acter avec Eurcom, qui est l'école d'ingénieurs et centre de recherche en sciences du numérique en France, pour mettre le cap ensemble sur la 6G. Et alors, le développement de la 6G, on en parle parce que c'est déjà en cours. C'est lancé... Déjà, c'est la première fois que j'entends parler de la 6G. Ouais. C'est lancé depuis le mois de novembre 2019 par la Chine, qui a déjà écrasé un peu toute la concurrence au niveau du développement de la 5G, parce que 65% du réseau de la 5G mondiale est fait en Chine. Après, c'est sûr qu'eux, ils ont aussi beaucoup de lieux alimentés, etc. Après, quand on parle de la 5G, quand on voit de développement, c'est vrai, les auditeurs pensent peut-être comme toi, Lisa, de se dire, mais pourquoi parler de la 6G ? J'ai pas encore la 5G chez moi, par exemple, parce que certains ne l'ont pas. En France, c'est pas partout, c'est surtout les grandes villes. Certains lieux sont encore, c'est pas non plus le désert du numérique, mais ils sont pas très très bien desservis, quoi.
À Taïwan, c'est pareil, le 5G, on ne le trouve pas partout non plus, même si on le trouve de plus en plus, surtout avec l'opérateur Changhua Telecom. Après, ça dépend aussi des opérateurs. Mais à Taïwan, grosso modo, la 5G, on l'a sur toute la côte ouest, une bonne moitié de Taïwan. La côte est, ça commence à se développer, surtout dans les mégapoles, c'est peut-être un grand terme, dans les grandes villes. Le sud, là, bien sûr, toutes les super municipalités l'ont aussi. Et parler de la 6G, c'est pour ne pas rester à quai du développement de ce que la Chine donc fait depuis novembre 2019. Et les États-Unis aussi, c'est une petite guerre, comme le premier qui va mettre le drapeau de son pays sur la Lune, la guerre de l'espace d'il y a quelques années ou quelques décennies. Aujourd'hui, c'est un peu la guerre des hautes technologies avec la 6G. Les États-Unis, ils ont déjà un petit peu raté la 5G par rapport à d'autres pays. Notamment par rapport à la Chine, ils sont très en retrait, même par rapport à l'Europe, ils ont peiné, ils ont eu vraiment un retard à l'allumage, et ils ne veulent pas recommencer ça pour la 6G, et du coup l'Europe ne veut pas rester non plus en retard, et ils comptent bien développer des coopérations. Alors, je disais, c'est l'EURCOM, l'école d'ingénieurs et centre de recherche en sciences du numérique, qui lance ça en France. C'est le principal institut de recherche français, qui lance cette coopération avec l'ITRI, qui est un peu le principal institut de recherche dans ce domaine de technologie industrielle à Taïwan, sachant que l'Institut français coopère aussi déjà avec Huawei, le chinois, aussi pour la 6G. Donc on ne met pas tous les œufs dans le même panier côté français, mais c'est un développement sous forme de partenariats internationaux pour permettre de voir ce qui se fait à côté, d'apporter sa pierre à l'édifice et de pouvoir être bien desservi le jour où la 6G sera lancée. Alors, qu'est-ce qui change entre la 5G et la 6G ? Valentin doit savoir. Et est-ce que c'est bien nécessaire ? C'est toujours nécessaire pour gagner en bande passante, hein, toujours. Tout à fait. Il y aura toujours des avantages. Le gros désavantage, est-ce que vous connaissez un petit peu comment ça marche, toutes ces technologies ? On est dans une radio, on est censé savoir un petit peu comment ça fonctionne. Oui, en théorie. En théorie, là on est dans la 0G en fait, en ondes courtes ici. Oui. Donc c'est ce qu'on appelle la 0G en termes de transfert d'informations, c'est-à-dire des ondes avec des fréquences très basses, avec peu de données transmises, mais avec une grande antenne qui est capable d'envoyer très loin. Voilà. Si je résume. Et donc 5G, la 5G, la 4G, la 5G, etc. À chaque fois, on raccourcit les distances pour avoir une fréquence encore. De données. Voilà, on augmente le données avec une fréquence ultra compacté. Et donc, la 6G, ça va être encore du compactage, ce qui signifie quoi ? Des antennes encore plus nombreuses et sur une distance beaucoup plus courte. C'est-à-dire qu'avant qu'il y avait une distance de rattrapage, on va dire, une distance de connexion qui était, on va dire, de 10 mètres, on va passer à 5 mètres là, pour la 6G. Je n'ai pas les chiffres, peut-être que tu as des informations là-dessus. Mais la 5G, aujourd'hui, en France, je vais parler des antennes actives, parce qu'il y en a qui sont encore en cours de construction ou qui sont prêtes mais pas activées. C'est 56 656 antennes aujourd'hui 5G qui sont actives en France. Elles sont réparties sur plus de 30 000 sites et c'est pour desservir justement comme tu expliquais, toutes ces informations. La 6G, ça va être beaucoup plus. Peut-être pas jusqu'au double, mais ce sera beaucoup plus. Et surtout, en vitesse de téléchargement, on parle de 8000 fois supérieure à la 5G. Oui. Donc, ce serait énorme, en fait. Ça ouvrira de nombreuses possibilités, que ce soit dans le gaming, dans la consultation vidéo. La principale utilisation sera pour, tu sais ? Je pense que ce sera pour tout ce qui est jeux vidéo. Non, véhicule électrique. C'est pour la conduite autonome. En 6G aussi ? Ouais. Ça va être ce qui va être nécessaire pour que le véhicule soit tout le temps connecté et qu'il puisse évaluer tous les paramètres entre lui, les autres véhicules et tout ça. Et c'est vraiment pour le véhicule électrique et la conduite autonome que la 6G va être très importante. Va passer aussi. Là, ça va être essentiel même. Et en 1 seconde, on est capable de télécharger l'équivalent de 142 heures de contenu, d'après les estimations, parce que la 6G, c'est encore en cours de développement. Mais c'est énorme. Alors ça pourra soutenir l'intégration des technologies de communication spatiale aussi. Les véhicules autonomes, tu as raison. Les communications aériennes, territoriales, maritimes, qui vont toutes passer avec cette 6G à l'horizon 2030. Donc c'est pas un horizon si lointain que ça en fait, d'après les estimations des experts qui se sont réunis à Shanghai fin 2022 pour la grande conférence mondiale justement du développement de la 6G. Alors ça paraît des chiffres... un peu à l'ouest, de se dire, là, tu as 56 000 antennes de la 5G, tu en auras peut-être 80 000
pour la 6G. Là, on parle de la France. J'ai pas les chiffres pour Taïwan. Oui. Il doit y en avoir moins parce que le territoire est plus petit, mais en même temps, je sais pas comment on arrive au niveau de la topologie, par exemple, les sites montagneux, la topographie, pardon. Est-ce qu'il faut plus d'antennes ou plus rapprochées? Ça, je ne sais pas trop comment ça joue. On voit déjà que sur la 5G, la couverture est beaucoup moins compétente. Enfin, on va dire compétente. Ouais, c'est ça. Elle est beaucoup moins... elle est beaucoup moins performante, puisque dès qu'il y a un petit blocage ou quelque chose, la transmission ne se fait plus. Mais on compte toujours sur de la 4G ou sur des connexions comme ça pour pouvoir quand même pallier en cas de perte de données. Et c'est pour ça que il est toujours en discussion de garder même des réseaux moins performants comme de la 3G ou de la 2G qui ont vraiment des bonnes couvertures maintenant. On n'est pas sur plus de 95%, 96% de couverture dans la plupart des pays, pour quand même avoir toujours une connexion, même si elle est très moindre, quoi. Voilà, mais c'est mieux que rien. C'est mieux que rien, et elle permet de faire le pont entre une antenne et une autre. Et ce qui est intéressant dans cette coopération initiée la semaine dernière entre l'ITRI et l'Eurcom pour la 6G, c'est parce qu'il y a aussi tout un domaine de formation. Puisque c'est une école d'ingénieurs en France, il y a l'aspect recherche et partenariat. Donc l'ITRI va aussi contribuer à la formation des étudiants sur place en France. Et puis au niveau du partenariat, il y a l'aspect académique et l'aspect industriel ensemble. Donc c'est tout ça qui va être couvert par cette coopération dans les domaines notamment de la communication, de la détection conjointe, les surfaces intelligentes reconfigurables. Les surfaces intelligentes reconfigurables. Ce qu'on appelle le RIS ou le RIS dans le jargon. Un domaine que je ne connais pas du tout. Les surfaces, non, ça ne me dit rien non plus. Je ne pourrais pas vous expliquer cette chose. Et quand tu parlais des véhicules autonomes, il y aura aussi tout le réseau d'intelligence artificielle, bien sûr, l'architecture du réseau Open RAN, qui sera aussi couvert dans tous ces projets de la 6G. Alors, on est un petit peu en retard dans cette coopération franco-taïwanaise par rapport à la coopération franco-chinoise, mais je pense que c'est plutôt en bonne voie, et c'est ce que dit d'ailleurs le directeur de l'ITRI à ce niveau-là. Il est heureux justement de voir ces opportunités qui font qu'il espère que par l'ITRI, c'est souvent comme ça, l'Institut de recherche en technologie industrielle de Taïwan, il est initiateur de coopération ou il va poser un brevet sur une invention, et après, dans l'application, il l'ouvre à d'autres entreprises ou d'autres secteurs taïwanais, et il espère que l'industrie taïwanaise va s'engouffrer dans cette coopération à l'avenir. Oui, bien sûr, toujours. Voilà. Voilà. Et donc on va finir sur un sujet un peu plus technique au niveau du contrôle pad, comme on dit dans le jeu des combats. On va parler de Street Fighter. J'en ai une luxation des pouces. Est-ce que vous avez déjà joué? Donc la première question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous avez déjà joué à Street Fighter? Non. Non. Moi non plus. Vous savez ce que c'est? Non. Est-ce que vous connaissez des personnages? Non. Ça va être difficile. Voilà. Ça va être compliqué de faire du dialogue avec toi. Je vais juste résumer. Street Fighter est l'un des jeux vidéo les plus vendus au monde en termes de jeux de combat. C'est un jeu qui est sorti à la base sur Nintendo, si je me trompe pas, je veux pas dire de bêtises, mais ouais, je crois que c'est ça. Et Nintendo avait son jeu de combat. Après, ça a été concurrencé par Tekken sur PlayStation, par exemple, ou des choses comme ça. Un des jeux les plus populaires de Nintendo en termes de jeux de combat, ça a été Street Fighter 2. Pour vous donner un petit peu d'idées. Et donc, les jeux de combat, ça reste quand même quelque chose de très générationnel, de ma génération, des gens en fin de trentaine d'années maintenant. Et là, on arrive à la version 6, du coup. Et donc, la version 6 est sortie il y a 3-4 mois. Je me souviens plus de la date de sortie exacte, mais il y a eu des bêtas, donc c'est un peu difficile de dire, 3 mois. Donc, on est à une toute nouvelle version. Et donc, le champion du dernier plus grand tournoi qui a jamais eu lieu était un Taïwanais. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Et là, on parle d'un championnat vraiment international. Alors, c'est un championnat international, c'était le Evo Japan. Donc, c'est une des plus grosses compétitions, puisque Street Fighter est un jeu vidéo développé au Japon à la base, avec des personnages un peu tout le monde. C'était aussi une des particularités de ce jeu vidéo quand il est sorti, c'était que il y avait des personnages chinois, des personnages japonais, des personnages brésiliens, des personnages indiens, etc. Et donc, au fur et à mesure, il y a toujours des personnages de nouveaux pays
qui ressortent, et avec des spécificités à chaque fois différentes, avec des styles de combat différents. D'accord. Donc on a beaucoup évolué, il y a plein de personnages qui ont disparu, qui sont apparus, on est aussi dans des complexités de jeux qui sont beaucoup plus développés que sur un Street Fighter 2. Pour ceux qui sont arrêtés à Street Fighter 2 comme moi, là j'ai un peu redécouvert ça avec la sortie de Street Fighter 6. C'est pas du tout la même chose. Il y a des tactiques de timing, etc., de contre-attaque. On peut contre-attaquer en faisant des manipulations assez complexes, etc. C'est quand même là, pour être pro gamer, il y a un sens à être vraiment joueur professionnel dans ce genre de jeu, parce qu'il y a vraiment une technicité très importante, avec, comme dans les vrais jeux de combat, une vraie question de timing, en fait, et de réponse aux attaques de l'autre. Et du coup, si je suis bien, c'est réaliste aussi, jusqu'au point que chaque personnage va avoir ses propres qualités, ses propres défauts. Enfin, c'est pas tout le monde a la même capacité. Et là, on est quand même à un niveau de réalisation au niveau du jeu vidéo, sur Street Fighter 6 notamment, que chaque joueur chaque personnage réagit différemment à la même attaque de l'autre. D'accord. C'est-à-dire que, par exemple, à un combo spécial, il y a même des cinématiques maintenant qui sont intégrées dans le jeu vidéo, pour donner une idée. Alors, qu'est-ce que c'est une cinématique ? Tu vois ce que c'est, si je parle de cinématique ? C'est-à-dire qu'avant, on était sur une interface 2D. C'est-à-dire qu'on voyait les deux personnages de face qui se tapaient, et même quand c'était un combo, c'était une série d'enchaînements qui fait baisser beaucoup une barre de vie du joueur opposé. Même quand ça s'affrontait très fort, en combo, c'était toujours sur un même plan. On est à un niveau là maintenant où les combos sont cinématiques, c'est-à-dire que c'est en 3D comme au cinéma, où on a des plans différents, on voit des gros plans sur la tête des personnages, etc. Et sur ces gros plans, justement, chaque personnage a des réactions différentes. Et c'est ça qui est assez intéressant sur ce jeu. Bon, voilà, je vais pas épiloguer sur ça, mais voilà, c'était juste pour remettre en place un petit peu Street Fighter 6. Et donc, il y a eu la première compétition qui a eu lieu en Afrique du Sud cette année. En Afrique du Sud. Ouais, en Afrique du Sud. On se dit, un jeu de combat, arts martiaux, Afrique du Sud, il n'y a pas vraiment un lien. Et ben si, parce que le continent africain est très friand des jeux de combat. D'accord. Et donc voilà, il y a parmi les meilleurs joueurs qui viennent du continent africain, ou en tout cas du Moyen-Orient. Le vainqueur de cette année, pour pas spoiler, c'est un joueur des Émirats Arabes Unis. Il vient de Dubaï, donc, mais apparemment il est d'origine algérienne. Il s'appelle Big Fish. Et le joueur taïwanais qui a gagné cette compétition, il a quel âge ? Il a 37 ans, c'est pour ça que je disais que c'est un peu de notre génération, ce jeu. Il a dû jouer depuis la première version de Et il s'appelle All King, donc pour résumer très rapidement, donc c'était le dernier vainqueur de Street Fighter 5, et là il a fini en demi-finale contre un joueur français, Akainu, ou Akainu, je pense que c'est Akainu, c'est un nom à consonance japonaise, ça se fait beaucoup dans ces jeux vidéo là, et c'est un pseudo, donc All King de son pseudo, qui est le roi du pétrole. Et donc arrivé en demi-finale alors qu'il était favori du tournoi, puisqu'il a été le dernier vainqueur de Street Fighter 5. Cependant, petit bémol, il n'a pas encore son personnage qui est sorti. Son personnage arrive le 24 juillet, son personnage de prédilection. Parce que tous les gagnants ont un personnage fait à leur effigie, c'est ça ? Voilà, alors c'est pas des personnages faits à leur effigie, mais chacun se spécialise sur un personnage. Ah d'accord. Voilà, chacun a ses personnages de prédilection, et lui il n'a pas encore le sien, donc qui sort le 24 juillet et qui s'appelle donc Rashid. R-A-S-H-I-D. Et là il a concouru, pour la petite anecdote, il a concouru notamment avec un des personnages emblématiques de la compétition, c'est Chun-Li. Et donc et Manon, une nouvelle un nouveau personnage qui est apparu sur Street Fighter 6, qui est une danseuse classique. D'accord. Et qui se bat aussi. Voilà. Wow. Voilà pour pour cette petite introduction de Street Fighter 6 et de All King. On aura peut-être l'occasion d'en reparler sur un autre. On en parle à Taïwan dans le futur. Voilà. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine. Et oui, pour d'autres scènes de combat. Oui. À bientôt.